d'être venus. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. On se trouve dans une... Bonjour Yvon. Ça va? Bonjour, ça va bien, merci. On se retrouve dans une salle à laquelle on n'est pas habitué, qui change un petit peu notre environnement. Il va falloir s'y faire. Enfin, vous avez le choix, hein, vous avez deux écrans. Alors, soit vous vous tournez suivant vos préférences, vous vous tournez à droite ou vous vous tournez à gauche. Alors, placez-vous aux bons endroits. Donc, je suis heureux de vous voir ce soir, d'accueillir des gens, certains, je pense, que vous n'avez pas vu. Soit qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, ou d'autres qui sont un peu nouveaux. Nous allons écouter notre ami Jacques Rément, qui est le président fondateur, c'est lui qui a fondé, on l'a fondé ensemble d'ailleurs, l'Institut Turgot en 2001, quand on était à Bruxelles, qui a ensuite eu des fortunes diverses du point de vue du statut légal. Mais enfin, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et l'Institut Turgot existe de nouveau depuis ce que j'avais. Nous allons revenir maintenant on a une actualité qui est un peu différente, qui nous distrait d'une manière très très différente. Donc nous allons revenir sur la crise, évidemment, la crise économique. Notre ami Jacques est passé, tous les ans, va rejoindre son petit-fils qui fait des études aux États-Unis, en Californie. Et cet hiver, il a eu l'occasion de faire un exposé à l'université où son petit-fils étudie. Il a été invité par un professeur avec lequel il a noué des liens de sympathie et des liens de recherche et d'intérêt sur des points communs, se portant notamment sur la théorie, sur la compréhension économique des crises. Et donc il a fait un exposé devant un public d'étudiants américains qui a été très bien reçu. Et c'est une adaptation de cet exposé que nous allons écouter ce soir. Donc sans nous attendre, écoutez, je vais lui passer la parole et vous voyez le titre « Père dans le brouillard de la crise ». Vous allez nous expliquer ce que vous entendez par là. Et c'est moi qui mettrai, alors il y aura peut-être un petit peu de design. On va faire du télégraphe. Voilà, on fera du télégraphe. Bien, à vous, déjà. Merci d'abord à Marie-France Suivre et à Henri Lepage de m'avoir invité. Merci. On ne m'entend pas? Si, bien. Merci à ceux qui sont venus en plein mois de juillet. Alors, le but de cet exposé n'est pas de développer une critique de tel ou tel aspect de la conduite de la politique économique et monétaire. Il y a beaucoup de travaux en ce sens. Mon but est de rechercher une espèce de vérité dans ce brouillard de la crise. J'ai dit brouillard parce qu'effectivement, aujourd'hui nous apprenons que la Grèce est sauvée, et puis peu après nous apprenons qu'il y a une inflation monétaire telle que les gens se précipitent sur les junk bonds, et par conséquent ils se précipitent aussi sur les emprunts d'État de la Grèce. Par conséquent, je ne rentrerai pas dans ces débats, je vais essayer, c'est peut-être un peu ambitieux, de rechercher des véritables repères dans ce brouillard pour qu'ensuite chacun décide ce qu'il veut faire. Alors, le deuxième transparent est la page de garde d'un livre d'un éminent historien, John Lewis Gaddis. C'est le résultat de ses conférences à Oxford. Et j'étais tombé dessus par hasard en préparant ma conférence aux États-Unis. Et il fait dans l'étude de l'histoire une distinction entre les phénomènes physiques que l'on peut étudier parce qu'ils sont reproductibles et les phénomènes historiques qui ne sont pas reproductibles. Pour ces phénomènes historiques, il utilise le concept de modèles mentaux qui lui paraissent plus appropriés, et il fait référence également à des théories modernes comme celle de systèmes complexes adaptatifs. J'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Alors, le transparent suivant décrit une œuvre du Titien qui s'appelle, je crois, Le Concert champêtre, qui date de 1509. Alors, quel est le rapport entre cette œuvre et la conférence d'aujourd'hui?
c'est que le curateur du musée du Louvre dit que c'est une œuvre du Titien, et des amateurs d'art suffisamment convaincus disent qu'il s'agit d'une œuvre de Giorgione. Donc on a un fait précis, historique, et il y a un débat aujourd'hui entre les curateurs et les amateurs d'art. Alors, de mon côté, il y aura... je penche du côté des amateurs de politique, dans la politique économique plutôt que du côté des curateurs. Donc il ne faudra pas s'étonner si je prends un point de vue différent de celui qui est communément reçu. Ce transparent est pour passer des chiffres à la réalité. Je pense que certains d'entre vous ont suivi cette tragédie en Grèce qui est l'histoire d'un pharmacien retraité qui s'est suicidé, et il a laissé une note pour expliquer son suicide. Il a dit qu'il ne voulait pas accepter l'idée de fouiller dans les poubelles pour se nourrir, qu'il avait, au moment de sa retraite, qu'il s'était payé lui-même sans l'aide de l'État, acheté une petite maison, que le revenu de sa retraite lui permettait parfaitement de payer les mensualités, mais que comme sa retraite avait été baissée de 30 ou 40%, c'était impossible. Et je pense que... Je suis trop loin? Oui. Et je pense... Là, on va l'entendre davantage. Cette tragédie s'est répétée certainement à de nombreux exemples qui ont suivi aussi les dépôts de bilan. Oui, c'est transparent. Je l'avais projeté à mes étudiants américains pour illustrer toutes les promesses de l'euro, puisqu'il allait créer une zone de libre-échange de fait, et puis ça c'est une promesse qui s'est réalisée, tout au moins en grande partie, et il allait aussi créer la prospérité qui n'est pas venue comme chacun le sait. Le prochain est transparent, il décrit une manifestation de la CGT à Marseille, et il a pour but de rappeler que la solution de la crise passe par des considérations politiques, et qu'en fait l'austérité n'a pas de sens si on l'examine en elle-même. Par exemple, dans le cas des années 30, Hayek avait dit qu'il pensait qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de dévaluer la livre à condition que l'on ait pu tenir assez longtemps. Mais en fait, dans les années 30, on sait ce qui s'est passé en Allemagne. Et en Angleterre, ce qui est moins connu, c'est qu'avant la dévaluation de la livre, il y avait eu une mutinerie de la marine royale qui s'était produite parce qu'on allait baisser la rémunération, diminuer la rémunération des marins. Alors, ça, je vais également tout de suite donner le sens de ce transparent. Ce transparent est familier des conseils en management. Il représente donc un âne dirigé par une carotte et un bâton. Et la question dans les conférences de management, c'est est-ce que c'est une représentation réaliste des hommes? Et en l'occurrence ici, nous avons par exemple les décisions de Bruxelles qui sont la carotte de la félicitation et le bâton d'une punition. Est-ce que c'est une vision réaliste de la réaction possible des pays face à la crise? Alors, cette crise, elle a bien entendu des conséquences terribles sur l'emploi de la jeunesse. Vous voyez ici que dans tous ces pays, on a des taux d'emploi de la jeunesse qui sont considérables. Il faut ajouter à ceci que les statistiques d'emploi sont le plus souvent manipulées. Churchill disait qu'il ne croyait qu'aux statistiques qu'il avait fabriquées lui-même. Et il
avait une autre expression qui était les mensonges, les foutus mensonges, dans une gradation, et les statistiques. Prochain. Alors, donc, une des conséquences de la crise, c'est cette critique de l'Allemagne, qui est considérée comme responsable de tout ce qui se passe ici en Grèce, par-dessus les parlements nationaux, puisque dans l'esprit des gens, c'est la Grèce, c'est l'Allemagne qui décide. Alors, le premier repère que je veux placer dans cette crise, c'est pour répondre à la question, est-ce qu'il y a eu une grande modération? Pour tous ceux qui sont un peu économistes et financiers, la défense des banques centrales, c'est que ces 20 dernières années ont été une période de grande modération. Et alors ici, si on regarde l'indice des prix des denrées de première nécessité et l'indice des prix des matières premières, dans ces deux domaines, c'est faux. C'est faux, c'est absolument faux, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une grande modération si ces choses-là se sont produites. Prochaine. Alors toujours, dans la vue de la grande modération, si vous voyez ces deux photos, à gauche, vous avez un boom immobilier dans une ville au bord de la Méditerranée en Espagne. À droite, le boom immobilier en Thaïlande en 1997. Et alors la question, comment une grande modération peut-elle conduire à ces phénomènes immobiliers en Espagne? Et comment se fait-il que les experts ont regardé leurs statistiques et n'ont pas simplement regardé la réalité? Ils ont cru à la carte qui est dessinée par ces statistiques publiques au point de ne pas voir la réalité qui se développait. Et c'est vrai de toutes les institutions, de Bruxelles, du Fonds monétaire international, de tout le monde pratiquement. Un déni de la réalité. Et dans ce sens, le mandat de la Banque centrale était compris comme inflation inférieure à 2%. Par inflation, on parlait de l'indice des prix de détail. Et c'est pourquoi Trichet, lorsqu'il a conclu son mandat, a pu dire qu'il avait fait mieux que la Bundesbank. Mais dans cette perspective de l'inflation, on avait une vision très limitée des conséquences de la production de monnaie qui était sur l'indice des prix de détail. Le prix de l'immobilier, qui était explosif durant cette période, ne figurait pas dans l'indice des prix. Et le prix Nobel Vernon Smith aux États-Unis a observé la réalité de l'indice des prix de détail aux États-Unis en disant que si l'on réintégrait la hausse des prix de l'immobilier dans l'indice des prix de détail, et c'était possible en tenant compte du fait que pendant toute cette période, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis ne tenait compte que de l'évolution des loyers, ne tenait pas compte du prix de l'acquisition. Et si on faisait les corrections nécessaires, pendant toute cette période, on avait au moins 6% de hausse des prix. Alors, au cours d'une conférence, pour discuter de son succès, je ne sais pas si c'est Bernanke ou un autre dirigeant de la Fed, avait affirmé qu'il n'y avait pas de hausse des prix, que c'était une période de grande modération, et il disait que notamment cette grande modération était due au prix des produits électroniques, comme les iPhones, comme les télévisions. Et un participant dans l'assistance lui a dit « Mais moi, je ne mange pas les iPhones. » Et d'ailleurs, pour une incidente, pour quiconque a un peu suivi les enseignements de la théorie autrichienne, on sait bien que l'indice moyen des prix ne veut pas dire grand-chose. Comme le disait quelqu'un que je connais, puisque l'indice des prix dépend
des préférences et des goûts individuels. Et avec la tête dans le four et les pieds dans le congélateur, je suis à la température moyenne de 37 degrés. Alors, là, j'aborde un repère très important sur lequel j'ai un point de vue, mais je laisserai chacun choisir. Au cours de toute cette période, Greenspan d'abord, puis tous les curateurs, je veux dire les banques centrales et les banquiers, ont dit qu'il y avait un excès d'épargne. Et que ce n'était pas de leur faute tout ce qui s'était passé. Le boom sur la valeur des obligations, puisqu'on pouvait emprunter à bateau, le boom sur la valeur des actions, c'était pas leur affaire, il y avait un excès d'épargne. Alors si vous voyez ce schéma, il représente le commerce international, simplifié ici entre la Chine et les États-Unis. La caractéristique de ce commerce international, c'est la dette américaine, j'emploie le mot américaine pour simplifier, hein, est financée par des prêts de la Banque centrale de Chine. Financée par des prêts de la Banque centrale de Chine. Alors c'est un phénomène que Rueff avait étudié pour les années 30, qu'il avait ensuite développé après-guerre, en disant que la nature du système monétaire international qui faisait que les dettes n'étaient pas effectivement remboursées, mais que le partenaire se constituait des réserves qui sont en fait des prêts. Les réserves de la Banque de Chine sont des prêts aux États-Unis d'Amérique. Et donc, la thèse de Rueff qui en découle, c'est ce qu'il appelait des canaux d'irrigation pendant le déluge. On a rajouté à cet excès de dettes de nouvelles dettes, qui sont essentiellement les dettes des États, et encore depuis, avec la politique des banques centrales de taux d'intérêt voisin de zéro, des prêts des banques à une catégorie particulière d'emprunteurs, et notamment aux hedge funds et des choses de cette manière, mais pas uniquement. L'excès de monnaie s'est également traduit par des flux d'argent à court terme dans les pays sous-développés. Alors, la thèse de Rueff, que je me souviens avoir discuté avec Guillaume longtemps, est que le prêt de la Chine aux États-Unis, par son rachat de la dette américaine, était l'équivalent d'une augmentation de la masse monétaire de la monnaie de base créée par la Fed. Alors ça, c'est un point absolument central. Donc, quand on regarde la politique de la Fed, il faut voir que la conséquence de l'excès d'endettement américain, c'est un nouvel endettement américain, puisque la politique monétaire ici américaine devient liée à cet excès de dette. Alors j'ai mis à côté la photo de Mundell, parce que Mundell est un des rares Américains qui connaissent la pensée de Rueff. Le professeur qui m'a invité connaissait bien la pensée de Rueff. Et ce que Mundell a dit, c'est que il a rendu hommage dans un écrit à Rueff en disant c'est un caractéristique de la clarté de son esprit que par une seule hypothèse, il a pu représenter l'essence des phénomènes de la crise. Et je me suis senti obligé d'appeler un prix Nobel à la rescousse, puisque la pensée de Rueff est ou méconnue ou méprisée. Alors, une question, s'il y a un excès de crédit, mais où est l'inflation? Malgré tout, l'indice des prix ne bouge pas. Alors, une première défense, c'est de dire qu'elle se porte sur la hausse des actifs. Mais si on regarde le phénomène mondial aujourd'hui, la crise est mondiale et l'inflation est aussi un phénomène mondial. Et la hausse des prix, elle est
spectaculaire. La vision classique de l'inflation se retrouve en Chine. Hein, vous voyez l'indice des prix à la consommation en Chine. En dessous, vous voyez la hausse des salaires. À droite, en haut, les prix de gros. Donc une des explications, celle que je retiens, c'est qu'une des conséquences de la création monétaire excessive s'est traduite par une inflation au sens courant du terme en Chine. Et d'ailleurs, je crois avoir entendu, et pour ça c'est plus vieux, que avant Tiananmen, il y avait déjà eu un phénomène d'inflation en Chine qui était une des explications de la révolte. Et aujourd'hui, il y a, paraît-il, des quantités de révoltes en Chine réprimées brutalement et qui sont la conséquence de ce phénomène. Je reviens sur ce... Je disais dans le transparent précédent que le fait de savoir s'il y avait un excès d'épargne ou un excès de crédit était une question décisive. Et c'est effectivement une question décisive, parce que le grand débat qui a repris maintenant dans la crise, c'est pas seulement Hayek contre Keynes, la question fondamentale. S'il y a excès d'épargne, eh bien, c'est une première étape dans le raisonnement keynésien. S'il y a un excès d'épargne, il faut qu'il y ait substitution de l'État au système privé. Ça a été discuté très sérieusement en Angleterre dans ses différentes modalités. S'il y a excès d'épargne, la pharmacopée keynésienne, comme disait Rueff, s'applique. Mais s'il y a excès de crédit, alors ça ne va pas du tout. La seule question qui se pose, c'est comment on résorbe cet excès de crédit. C'est donc exactement l'opposé. Donc cette question de la validité de la thèse de Joachim, je crois qu'elle est vraiment centrale aujourd'hui. Alors, ensuite, la question est à l'intérieur de la zone euro. Un livre très intéressant de Soros revient sur le crédit dans la zone euro au début. Et il démontre que pour des raisons politiques, on a voulu avoir des taux d'intérêt équivalents, pratiquement égaux dans tous les pays, à peu de choses près. Et également, pour pouvoir financer les États, poser le principe que la dette publique était certaine et que donc amener de la dette publique en garantie, on obtenait automatiquement, si j'étais une banque, j'amenais de la dette publique que j'ai achetée en garantie, j'obtiens un prêt équivalent. Et sa démonstration, c'est qu'il y avait malgré tout des petites différences et que les banquiers ont donc joué la dette publique puisqu'ils avaient la possibilité d'agir de manière infinie, puisqu'ils avaient du crédit automatique, mais ils ont joué, néanmoins continué de le faire, et en jouant sur des très petites différences de taux d'intérêt. Donc, l'hypothèse de Soros, c'est une inculpation de la politique de la Banque centrale durant cette période et de son montage, puisque les folies dans les différents pays ne se sont pas produites comme ça, elles résultent de l'action de la Banque centrale elle-même. Et le deuxième point renvoie à la thèse de Rueff, et je veux rendre ici hommage à Hans-Werner Sinn, qui a analysé le mécanisme, sans faire référence à Rueff, parce qu'il ne le connaissait pas. Sinn est le président d'un des instituts. Et il le cite. Au début, je ne l'ai pas vu. Alors, je retiens, donc, il fait référence à Rueff, parce que le mécanisme qu'il décrit dans la zone euro, la logique de ce mécanisme est exactement la logique de Rueff. Donc, pour regarder le prochain. Et il dit de manière provocante, tout se passe comme si la Grèce offrait une monnaie de réserve à l'Allemagne. Dans le cas actuel, l'Amérique est un pays de monnaie de réserve pour la Chine. Le fait de continuer de prêter pendant très longtemps à la Grèce, sans exiger de remboursement réel, créait de la Grèce une espèce de
paradoxalement, comme si elle était une monnaie de réserve. Alors, le slide suivant explicite cette mécanique qui est un... Je vais essayer de la résumer. Si je suis un Grec à droite qui achète une Mercedes, j'emprunte à ma banque, qui ensuite emprunte à la Banque d'Espagne, qui ensuite emprunte à la Banque centrale. Mais de l'autre côté, le commerçant allemand reçoit des euros qu'il porte à sa banque, qui elle-même les porte à la Bundesbank, qui les dépose à la Banque centrale. Et à l'arrivée, tout se passe comme si la Banque centrale avait prêté de l'argent, la Banque centrale Allemagne avait prêté de l'argent à la Grèce. Et c'est exactement le mécanisme précédent où la Banque centrale de Chine prêtait aux États-Unis. Donc pour revenir au crédit dans la zone euro, il y a deux inculpations. Le premier, c'est qu'à l'origine, tout était fait pour que les taux soient égaux. Et le deuxième, ça a été fait pour que très longtemps, il n'y ait pas de mécanisme d'ajustement. Et alors, les mécanismes d'ajustement, Orwell y fait allusion dans un de ses livres, et j'avais mis du temps à le repérer. L'avantage de l'étalon or pour lui, c'est que les ajustements étaient instantanés. Il y a, et lorsqu'il n'y a pas ces ajustements instantanés, c'est comme le fait de prendre du poison à petite dose. Tous les pays d'Europe du Sud ont pris du poison à petite dose. Leurs organismes se sont adaptés. Et puis brusquement, la crise éclate, et là, l'organisme subit un choc auquel il n'est pas préparé. En ce sens, il y a une différence fondamentale entre les taux de change flexibles et les taux de change fixes, et surtout le mécanisme d'adaptation. Alors, là-dedans, j'ai revu les termes de toute cette période. Il y a un usage permanent de la novlangue. La désinflation compétitive, c'était en 93-94, ça avait conduit à des taux d'intérêt de 16%. La dévaluation intérieure, c'est ce qui a amené le pharmacien retraité grec au suicide. C'est en fait une déflation pure et simple. C'est une baisse des salaires et des revenus fixes. C'est profondément différent d'une dévaluation réelle, parce que dans une dévaluation réelle, tous les prix baissent en même temps. Progressivement, les salaires et les revenus baissent, mais en même temps, les obligations de dette qui sont libellées dans cette monnaie varient en même temps. Donc, d'un côté, vous n'avez une protection plus ou moins réelle des prêteurs et un massacre des emprunteurs dans la dévaluation intérieure. La ligne du bas, c'est le ratio dont on nous bassine du déficit budgétaire sur le produit intérieur brut. Si on rapporte ces déficits budgétaires au montant des recettes de l'État, qui sont en général de l'ordre de 50% en Europe, eh bien, ces ratios sont multipliés par 2. Si nous avons en France cette année un ratio de 4% sur le produit intérieur brut, mais ça n'a strictement aucun intérêt. Le seul ratio, c'est qu'on a une fois de plus quelque chose de l'ordre de 8% de déficit par rapport aux dettes, ce qui signifie qu'il faudrait encore plus de 8% d'ajustement pour arriver un jour à rembourser les dettes. Alors, sur le produit intérieur brut, un papier de Skousen dans le Wall Street Journal signalait que une organisation américaine allait s'intéresser non pas au produit intérieur brut, mais à essayer de faire le total de la production intérieure. La production intérieure, le PIB mesure le stade final, si bien qu'on peut arriver... Si on veut, on peut esquisser cette caricature. Imaginons qu'il n'y ait plus de production industrielle, presque plus de production industrielle aux États-Unis, mais que la Chine continue à prêter, qu'elle envoie ses marchandises sur des cargos et qu'ils sont livrés à un distributeur final américain.
eh bien, si on mesure comme ça l'activité américaine, elle peut progresser. Elle peut progresser, mais ça n'a strictement... c'est du ressort de la novlangue. Et ce terme, et ces ratios sont constamment utilisés. Le dernier terme que je reprends est celui de mismatch. Si l'on regarde l'activité bancaire, quand une banque emprunte à court terme et elle prête à 20 ans, on parle de mismatch. Mais il s'agit d'un déséquilibre fondamental qui est une des causes de la crise actuelle et de l'accumulation de dettes impossibles à rembourser après le boom. Alors, c'est sur le même thème. S'il y a inflation monétaire, où va-t-elle? Et on a une explosion de la dette dans le pays développé aussi. Voilà. Alors, la question que je pose ici, c'est quand une économie de crédit est-elle compatible avec la loi de Say? Parce que manifestement, sur cette image, si on veut simplement l'observer un instant, dans l'économie de crédit actuelle, il y a eu un déséquilibre, pas seulement 3 mois, mais long. Et qu'est-ce que ça dit du point de vue de la loi de Say? Alors, dans un de ses livres, OF, dans l'ensinant problème de la balance des paiements, affirme quelque chose de tout à fait spectaculaire et qui a été très peu observé, je pense à part Mundell, qui est que pour que la loi de Say soit vérifiée dans une économie de crédit, il faut et il suffit que les dettes, ou plutôt que les prêts consentis, soient des prêts à court terme pour une livraison de biens réels et qui s'annulent automatiquement à la livraison à la conclusion de la période. C'est la théorie dite des real bills qui est très critiquée, qui est soutenue par quelques contemporains, mais qui est une véritable question. Est-ce que les prêts à 20 ans avec de l'argent à court terme sont-ils compatibles avec la loi de Say, ou est-ce qu'il faut non seulement reconsidérer le système monétaire international, mais tout le système de crédit pour que l'économie soit stable? C'est la thèse de l'OF que je vous présente ici. Oui, c'est la même idée. Oui, juste un point encore là-dessus, excusez-moi. En arrière. En arrière. Ça devrait revenir en arrière. Bon, ben ça fait rien, on va partir là. Attendez, non, mais on va remonter. Sur cette question de la qualité de la monnaie et du crédit, elle n'est considérée, le fait de l'importance de la qualité de la monnaie n'est considérée ni par les monétaristes, ni même par les Autrichiens. La seule chose qui les intéresse véritablement, c'est la quantité de monnaie. Ce n'est que tout récemment que un économiste autrichien comme Bagus a reposé le problème de la qualité de la monnaie. La qualité de la monnaie, c'est ce qui fait qu'elle peut servir à un moment donné non seulement comme instrument de transaction, mais comme instrument de conservation de la valeur dans le temps. Alors que si on n'a pas cette capacité-là, eh bien, la seule solution, c'est la financiarisation, c'est l'univers des produits dérivés pour se protéger contre les fluctuations de quelque chose qui est incertain. Là, vous avez le signe noir qui est l'illustration du livre de Taleb, et il fait référence ici à la mauvaise qualité de la pensée des modèles économiques, puisque tous les modèles économiques qui utilisent la loi de Gauss
ont été établies sur la base des 20-30 dernières années, donc ignoraient une crise systémique pareille, et donc ne servaient à rien. Alors là, il y a un résumé des modèles économiques. À gauche, vous avez la thèse des banques centrales, je vais vous prêter de l'argent et ça ira mieux. En bas à droite, cela dit, de gens qui discutent, ma femme est keynésienne, elle pense toujours qu'en dépensant, elle va sortir de sa dépression. Et en bas à gauche, il y a la théorie de Vince Smith, de Vernon Smith, et grosso modo des Autrichiens et des Rueffiens, c'est que le problème actuel, c'est que les gens sont écrasés par la dette. Et si on va en haut à droite, vous avez deux personnages. Vous avez un brave homme qui fait je suis venu vous demander un prêt, j'ai besoin d'argent, et le banquier lui dit, ça c'est curieux, vous disiez ça, j'y pensais pour moi aussi, pour sa banque. Donc c'est l'idée que une explication rueffienne ou autrichienne de la crise actuelle, c'est que le mécanisme du crédit est bloqué par une norme de l'économie réelle, à part ceux qui ont la capacité ou la volonté de prendre les hedge funds, on prête aux gens qui ne sont pas dans l'économie réelle, qui ne sont pas dans l'économie de production réelle. Et ce transparent le monde, voilà, en général. Bon, ça c'est un dessin du économiste qui montre à gauche la prison, l'emprisonnement des États dans la dette, mais qui dit qu'en fait les dettes privées ont continué d'augmenter et sont encore plus grandes. Alors, un lord anglais a proposé un prix pour la sortie de l'euro. Et une série de personnes ont répondu à cette question. Et je vais m'intéresser un instant à la proposition de Soros, qui est très intelligente. Il dit qu'il faudrait que l'Allemagne, avec peut-être la Hollande et d'autres pays, sortent de l'euro en rétablissement une monnaie, le Deutschmark ou autre chose. À ce moment-là, dit-il, les autres pays seraient responsables de l'euro, qui baisserait automatiquement de 30%. Et donc c'est un schéma de sortie, celui de Duisbourg est un accord franco-germanique préparant une future fédération, beaucoup de propositions. Chevènement, une monnaie commune et des monnaies nationales. La monnaie commune, un panier de monnaies nationales. Et je rajoute un rêve libertarien après. Est-ce que vous savez qui est-ce qui a gagné le concours? C'est Capital Economics, une société anglaise de grande réputation et qui a fait... Je reviendrai sur elle dans un instant. Alors, le rêve libertarien, j'espère qu'on va pouvoir l'afficher. Alors, auparavant, voilà, cette société Capital Economics a reçu une commande de la part du Parti de la Liberté hollandais de Geert Wilders sur ce qui se passerait si la Hollande sortait de l'euro. Et c'est une étude qu'elle a faite qui dit que ce serait positif pour la Hollande. Et à mon sens, ça veut dire que le barrage est percé si des études sérieuses et un cabinet très respectable se proposent de dire ça, c'est que la question se pose vraiment plus sérieusement qu'on le pensait. Le dernier point, c'est un rêve libertarien. Une monnaie commune ou une monnaie unique. Le rêve libertarien, c'est une monnaie commune, l'or, reliée à des monnaies nationales par des caisses de compensation qui feraient l'ajustement automatique entre les monnaies nationales et la monnaie commune qui serait peut-être l'or.
Alors, il y a une faute de frappe. Qu'est-ce que l'or a à voir avec cette question? Au-dessous, j'ai 2 citations que vous pouvez lire. La monnaie, c'est l'or, tout le reste est du crédit, disait le financier célèbre J.P. Morgan. L'or est une relique barbare. C'est encore un point sur la question, la formule en haut et la formule de J.B. Taylor, qui est un économiste de Stanford, qui a proposé un modèle mathématique pour gouverner la politique économique. Et je contraste aussi ce modèle mathématique avec la réalité. Alors, en ce qui concerne l'or, est-ce que l'or... Non, est-ce que vous pouvez expliquer la formule? Ah non, je ne la connais pas par cœur. Vous la trouverez dans les écrits de Taylor, ça relie l'indice de la production, des prix, des choses comme ça. Et pour moi, je ne m'y suis pas attardé, parce que s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ça relève du pretense of knowledge de Hayek. C'est impossible que ça marche. Alors, sur la question de l'or, est-ce que l'or est une monnaie ou pas? Les 2 photos répondent à la question, ça dépend où. À gauche, vous avez à la fin du Kuomintang une bousculade devant une banque pour essayer de convertir les bouts de papier ou les dépôts en or. Donc à ce moment-là, l'or était la monnaie. À droite, vous avez la queue devant la banque Northern Rock en 2008 pour convertir les dépôts dans ce qui tenait lieu d'or à l'époque et qui était la monnaie de la Banque centrale d'Angleterre, créée par la Banque centrale, puisque à l'époque, il était interdit de détenir de l'or, des pièces de monnaie en or. Alors, ici, vous voyez une autre image, toujours sur la question de est-ce que l'or est la monnaie? Compte tenu de l'embargo sur les exportations de l'Iran, la Turquie a acheté du pétrole à l'Iran en payant en or. Donc, dans toutes ces circonstances, la papier-monnaie n'a pas eu de valeur. Dans ce transparent, je fais référence à différentes théories. Je vais en citer une seule, c'est celle de Buchanan, l'avant-dernier. Il y avait aussi une référence à Taylor, mais comme j'ai dit tout le bien que j'en pensais, c'est pas la peine de revenir dessus. Buchanan est un physicien qui a spécialisé dans l'étude des phénomènes de déséquilibre. Et ce que j'ai appris de beaucoup de gens, de mes maîtres autrichiens, c'est que on ne peut pas utiliser du tout de modèle mathématique pour décrire la situation parce qu'elle est trop changeante, trop évoluante. Et pourtant, dans la crise, les entreprises font des prévisions. Elles font des prévisions dans un univers. Mais parfois, des gens comme Toyota, c'est un marché mondial, ils sont obligés de faire des prévisions et de les faire. Alors, Buchanan, lui, il part de l'observation qu'on est arrivé dans ces 50 dernières années à mieux prédire l'évolution d'un système complexe et adaptatif que le climat. Va-t-il faire beau, va-t-il prévoir? Il propose qu'on utilise non pas des modèles d'équilibre, qui ne sont pas du tout adaptés, mais des modèles mathématiques de déséquilibre. Donc il y a là une possibilité, peut-être. Je renvoie au début. Vous avez entendu la thèse d'un opposée à celle des curateurs. Je vous laisse essentiellement essayer, dans le brouillard actuel, de poser des jalons qui marquent des vérités. Merci de m'avoir écouté.